Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est la semaine dernière que se tenait la rencontre annuelle du Forum économique mondial de Davos, réunissant pendant quelques jours 2800 personnalités parmi les plus influentes des sphères financières, politiques et médiatiques. Si aucune décision n'en est ressortie, le forum n'ayant pas vocation à cela, l'événement possède cependant une signification en soi qui mérite largement que l'on s'y attarde. Le Forum économique mondial est une fondation qui voit le jour en 1971 sous le patronage de la Commission européenne et qui réunit 440 dirigeants d'entreprises européens dans la ville de Davos afin de les familiariser avec les pratiques modernes du management. Le Forum européen du management est créé et étend rapidement son champ de réflexion à toute la sphère économique et sociale. En 1974, il invite pour la première fois à Davos des personnalités politiques. Il deviendra le Forum économique mondial en 1987. Fondation à but non lucratif, le Forum de Davos prétend ne défendre aucun intérêt politique, même s'il se donne comme objectif, je cite, d'améliorer l'état du monde. Il est financé par un millier d'entreprises dont le chiffre d'affaires annuel tourne autour de 5 milliards de dollars, comme Facebook, Total ou ArcelorMittal, et est présidé par un conseil de 23 membres influents, parmi lesquels la présidente du FMI, Christine Lagarde. Exception faite pour les invités, la participation au forum annuel de Davos coûte au minimum 60 000 € et peut monter jusqu'à 400 000 €, les privilèges accordés variant en fonction de la somme déboursée. Cette année, en plus de patrons multinationales, de banques ou de fonds d'investissement, on pouvait croiser là-bas le vice-président américain Joe Biden, le premier ministre anglais David Cameron, Angela Merkel ou encore les Français Manuel Valls et Emmanuel Macron. Mais vous vous doutez bien que si ces gens se réunissent loin des caméras pendant une semaine, ce n'est pas uniquement pour discuter de l'état du monde autour d'une raclette. Bien sûr, le forum n'est pas un lieu où les lois sont votées et aucun complot mondial ne s'y trame. En revanche, les puissants du monde y tiennent des discussions, mènent des réflexions communes sur les politiques servant à la pérennisation du système, parlent affaires, orientant de fait toute la marche du monde en fonction de leurs intérêts. Qu'est-ce que le Forum de Davos ? En 2009, l'intellectuel médiatique Jacques Attali le définissait comme une machine à café mondiale où les gens discutent et s'échangent des tuyaux. Certes, le problème est que ces gens-là tiennent nos vies dans leurs mains et que leurs discussions jouent un rôle sur l'avenir de la planète, quand bien même ils n'ont jamais été élus pour cela. Au final, le Forum de Davos n'est que l'expression ultime de l'entre-soi et de la déconnexion totale d'une petite caste dirigeante enfermée dans une tour d'ivoire à discuter de nos vies à tous. Jusqu'à quand ? Revenons maintenant sur ce qui pourrait apparaître au premier abord comme un simple fait divers tragique, mais qui en dit en réalité long sur notre société. Le décès, le 17 janvier dernier, d'un homme de 49 ans au CHU de Rennes suite à un essai thérapeutique ayant mal tourné. À Rennes, un patient est en état de mort cérébrale. 6 personnes sont hospitalisées ce vendredi soir. Une molécule à visée antalgique a été administrée à 90 personnes selon le parquet de Paris. 3 des 6 personnes hospitalisées pourraient bien garder, selon le ministère de la Santé, des séquelles irréversibles. Qu'est-ce qu'un essai thérapeutique ? Pour faire simple, lorsqu'un laboratoire pharmaceutique développe un médicament, des phases de test précèdent sa commercialisation. Tests en laboratoire réalisés sur des animaux, puis tests multiples sur des personnes volontaires afin d'étudier les effets sur l'organisme, de tester la toxicité, d'estimer la tolérance au produit et d'en affiner le dosage. Ces tests sont bien sûr encadrés par l'Agence nationale de sécurité du médicament qui donne le feu vert à l'essai clinique afin de limiter les abus. Mais parfois, ça ne suffit pas et l'essai se termine en drame. En ce mois de janvier, Guillaume Molinet, artiste de 49 ans et père de 4 enfants, répond à une annonce du centre de recherche Biotrial pour tester la molécule BIA 10-24-74, développée par un laboratoire portugais et censée lutter contre les troubles de l'anxiété et certaines maladies neurodégénératives. L'essai thérapeutique débute le 14 janvier. Très vite, 6 cobayes subissent des effets secondaires et sont hospitalisés. 5 d'entre eux dans un état grave et parmi eux, Guillaume. Le soir même, il se retrouve en état de mort clinique et décédera 3 jours plus tard. Bien sûr, les drames de ce genre sont très rares et ce cas précis est un cas absolument extrême. Mais sans en arriver là, une prise de médicaments, surtout d'un médicament aux effets secondaires non mesurés, n'a rien d'anodin pour la santé. Or, qui sont les volontaires à ce genre de test ? Contrairement à ce que le terme volontaire pourrait laisser croire, l'immense majorité n'est pas composée de personnes prêtes à mettre leur vie entre les mains de laboratoires uniquement par idéalisme et volonté de faire progresser la médecine. Les personnes sont rémunérées pour servir de cobayes et le font souvent davantage par nécessité financière que par envie. Les centres de recherche ne s'y trompent d'ailleurs pas en postant des annonces à destination d'étudiants fauchés ou de chômeurs de longue durée.
Et de nombreux ex-cobayes publient des témoignages parlant de traitements intensifs très contraignants, acceptés sans trop se poser de questions par souci matériel, mais souvent également par manque de méfiance vis-à-vis de centres de recherche, publics ou privés, axant toute leur publicité sur leur sérieux et leur professionnalisme. Que dire d'une société qui met en danger la santé et la vie de personnes dans le besoin, ou gavée d'une propagande mettant en avant une absence de risque bien illusoire? Cela ressemble à un scénario de film de science-fiction, mais il ne s'agit que du jeu actuel de l'industrie pharmaceutique et plus généralement d'un système qui amène les gens à agir contre leur propre intérêt, voire contre leur propre existence. Tout va bien du coup. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près. L'espérance de vie des Français a diminué en 2015 pour la première fois depuis 1969. Selon l'INSEE, les hommes comme les femmes ont pour la première fois depuis 50 ans perdu 3 mois et demi d'espérance de vie. Cela fait écho à la baisse de la qualité de vie que nous ressentons en France ces dernières années. À ceux qui nous disaient qu'il fallait travailler plus longtemps puisqu'on vit plus longtemps, va-t-on maintenant décider de nous faire partir à la retraite plus tôt car la vie est plus courte, ou cet argument ne servait-il qu'à justifier des lois qui vont à l'encontre des intérêts de la majorité des gens ? Une nouvelle planète aurait été découverte par des chercheurs américains. Baptisée 9e planète, elle aurait une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. Comme quoi, l'humanité n'en a pas fini de repousser ses limites et de découvrir de nouveaux horizons. Si cette découverte était confirmée, cette planète serait la 3e découverte dans notre système solaire depuis l'Antiquité. Mais pour en être sûr, il faudra attendre un peu avant de la voir. Réponse dans une dizaine d'années. 12 milliards d'euros appartenant à des clients français ont été découverts par le fisc sur quelques 38 000 comptes de la banque suisse UBS, notoire pour avoir hébergé les comptes frauduleux de Jérôme Cahuzac et qui est au cœur d'un vaste scandale de blanchiment d'argent. Selon Le Point, les 100 plus gros comptes concentrent à eux seuls 1 milliard d'euros. Amusant de constater que la somme cachée par ces exilés fiscaux correspond exactement à ce que la direction du budget évalue être le coût des 35 heures. Au lieu de faire payer les gens, les culpabilisant de coûter trop cher, et si l'on s'intéressait à ceux qui prennent l'argent qui se trouve en France pour aller le faire fructifier ailleurs pour leur petit plaisir égoïste. Nous en parlions la semaine dernière, à Notre-Dame-des-Landes, la justice a tranché en faveur de Vinci et validé l'expulsion de 11 familles et la destruction d'exploitations agricoles. Contre tout bon sens, des habitants historiques du site seront donc chassés de leur domicile pour permettre à une multinationale de construire un aéroport à l'utilité contestée, le tout avec l'argent de la collectivité. Entre la vie des gens et les intérêts d'une poignée de voleurs, la justice a donc, une fois de plus, choisi son camp. Nouvel épisode dans la guerre entre chauffeurs de taxi et Uber ce 26 janvier, alors que les chauffeurs de taxi faisaient grève pour dénoncer les fraudes et une concurrence déloyale de la part des chauffeurs de VTC. Mais qu'en est-il vraiment ? Les méthodes de l'entreprise américaine sont de plus en plus décriées. Interdiction d'une partie de ses services en France ou à New York, ou encore procès afin de faire reconnaître les chauffeurs comme salariés. En effet, Uber peut proposer son service de taxi à bas prix car il ne salarie pas les chauffeurs, laissant à leur charge toutes les cotisations maladie et retraite, ainsi que l'achat et l'entretien du véhicule, leur outil de travail. Ces chauffeurs, en grande partie de jeunes hommes n'ayant pas trouvé d'emploi sur le marché du travail, se sont tournés vers Uber qui leur propose une soi-disant liberté de travailler. En réalité, ils deviennent totalement dépendants de la plateforme pour trouver des clients sans contrat et à tarif variable. Il faut comprendre qu'un SDF, quand il achète un paquet de cigarettes, paye plus d'impôts qu'Uber en France. C'est un scandale. Et nous, on est en train de leur faire un tapis rouge en disant qu'il va faire baisser le chômage. À 10 000 VTC aujourd'hui, tout le monde est mort. Ils veulent en faire 70 000. Une fois déduits les frais, un chauffeur Uber gagne en moyenne 700 € par mois. C'est le prix de la liberté. Ils nous ont vendu un rêve. C'est le rêve américain, on y a cru. On a été solidaires à ce rêve et aujourd'hui on est tous déçus, on est vraiment déçus. Au niveau revenu, donc on s'en sortait à peu près avec un revenu net, en enlevant toutes les charges, entre 1 500 et 2 000 € par mois, donc ce qui est un revenu moyen en France, on va dire. Mais avec ces prix qui sont pratiqués maintenant, on peut, je pense, espérer même pas avoir le SMIC. Les taxis officiels ne sont pas beaucoup mieux lotis, surtout en région parisienne. En effet, la régie G7, qui détient un monopole sur les taxis, joue du même principe de dépendance depuis 20 ans. En collusion avec la préfecture de police pour empêcher l'émission de nouvelles licences gratuites, G7 joue avec la dette des taxis pour les rendre dépendants. Au final, ce n'est pas un combat entre chauffeurs de taxi et chauffeurs Uber, mais entre leurs employeurs qui ne disent pas leur nom. Lutte pour proposer aux classes moyennes l'illusion de la richesse, des chauffeurs du privé ou des vacances de luxe, là où l'économie dite du partage est surtout un partage des larbins entre les clients de ces services qui, en libérant l'économie, ne libèrent pas forcément les gens. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à liker la page. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.